par le ridicule ou par une encombrante célébrité. J'en ai eu la preuve ce jour-là. Le gars ne veut pas sortir. Je sais, il est là, sa voiture est là. Le cas de Lonnie n'a jamais pu être expliqué d'aucune manière, même par le canular. Et c'est pour cette raison que Socorro est devenu un lieu de légende que l'on retrouve dans le cinéma américain. À l'époque, Lonnie est en patrouille de routine quand il prend en chasse un véhicule en excès de vitesse. Soudain, une lueur attire son attention dans le désert. En bon policier, il abandonne la poursuite pour aller voir de quoi il s'agit. Sur le web, j'ai trouvé un document réalisé par les ufologues américains, une image qui représente ce que le shérif voit à ce moment-là. Quand il s'approche, Lonnie aperçoit deux petits êtres en combinaison blanche qui se précipitent immédiatement dans leur engin pour décoller sans aucun bruit. Lonnie consigne l'affaire dans un rapport officiel et bien entendu, la presse s'en empare immédiatement, lui faisant faire le tour du monde et la faisant entrer dans la légende. Une légende que connaît bien Lawrence Romero car il a débuté dans le métier avec Lonnie. Quand on a eu cette observation d'OVNI ici à Socorro, j'étais un jeune officier de police de 20 ans et je venais juste d'être engagé. Je connaissais très bien Lonnie Zamora. Avec du recul, quand on regarde ce qu'il a vécu, le traumatisme qui en a découlé, l'humiliation et tout ça, je pense qu'il regrette toute cette affaire. We're going to be by the airport off a side road here, coming off the old 85 road. I know Lonnie. Je connais Lonnie et je pense qu'on peut lui faire confiance, mais ça a très probablement détruit sa carrière. Je pense que ça a été très dur pour lui et je lui exprime toute ma sympathie, mais je pense que tôt ou tard, on lui rendra justice. Ce qui est troublant, c'est qu'il est arrivé exactement la même chose et à la même époque dans le sud de la France, en Provence. Le témoin est un producteur de lavande qui s'appelle Maurice Mas. Maurice est au travail dans son champ quand il voit une chose bizarre se poser dans ses lavandes. Il s'approche, identifiant une voiture populaire de l'époque qu'il va aller décrire aux gendarmes. Les gendarmes retranscrivent son témoignage dans un dessin officiel avec un ovni qui ressemble étrangement à celui de Socorro. La seule différence, c'est que les deux extraterrestres ont paralysé Maurice pour protéger leur fuite. On ne saura jamais s'il a été paralysé de terreur par un hélicoptère de la base militaire toute proche qui existait déjà à cette époque. Cependant, Valence seul n'est pas devenu sans raison l'autre cas légendaire de rencontre du troisième type. Il y a encore autre chose de très intriguant dans le cas de Maurice Mas et que l'on ne peut comprendre qu'en allant sur place. Il ne s'agit pas de rencontrer Maurice. Aujourd'hui, tout comme Lonnie, il ne veut plus parler. Il préfère oublier cette histoire et sa mauvaise célébrité. Deux choses qui lui ont gâché la tranquillité et la douceur de vivre dans la capitale mondiale de la lavande. Mais on peut toujours en parler avec l'adjoint au maire, Maurice Chassepoul. Ça a eu une retombée exceptionnelle, ça a fait du bruit, comme on dit. Hein. Mais c'est vrai que depuis, systématiquement, les gens viennent, demandent, s'informent. Des années après, les gens s'informent. Mais où, est-ce qu'on peut voir le lieu où la soucoupe s'est posée? Est-ce qu'il est vrai que l'herbe depuis n'a plus repoussé? Bon, elle est restée quelques temps de repousser, c'est vrai, mais depuis, elle a quand même repoussé. On a des gens du monde entier qui continuent à venir. Alors au moment où la soucoupe s'est posée, où cet ovni, cet objet volant non identifié s'est posé, alors là ça a été... Mais personne, même Maurice Mas en avait assez. Il est parti d'ailleurs. Et au bout de quelques jours, on l'a plus vu. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça ajoute encore quelque chose au charme du village, parce qu'on a un village charmant. On n'a jamais fait de publicité particulière pour la soucoupe volante, mais on en parle quand même. Avec Maurice, nous sommes
Les quelques personnes qui de Valençol ont vu le soir même les traces sur le terrain. Et bien entendu, on s'est posé la question toute simple, qu'est-ce qui a bien pu se poser? Ça ne peut que nous alerter, nous mettre sur une piste où l'on peut aller beaucoup plus loin et peut-être qu'un jour, les scientifiques nous expliqueront ce qu'il en est de ces traces sur le terrain. Max Demolle est le maire de Valençol qui m'a parlé du deuxième ovni tombé il y a 10 ans dans le champ de son frère Maurice. En réalité, cet ovni n'en était pas un, mais son explication rationnelle vient paradoxalement au secours de ce que pensent certains ufologues. Je ne sais pas si c'était le vent ou si c'est... Enfin, du côté nord, c'était pas loin, les tiges, et du côté sud, ça allait à 40 mètres au moins. Alors des gens sont venus depuis voir. Des gens qui croient beaucoup aux ovnis et ils ont plutôt cru que c'était des ovnis, hein, eux. Mais moi, je sais pas si c'était un avion à décollage vertical ou si c'était simplement la foudre. En 1989, il est probable qu'il s'agissait de la foudre, attirée par les antennes radars situées à proximité. Et voilà ce qui est intéressant. Les radars émettent de très puissants champs de micro-ondes, dont certains ufologues pensent qu'ils peuvent perturber le vol des ovnis. Car ces mêmes ufologues pensent que les soucoupes volantes utilisent les micro-ondes comme énergie motrice. Ainsi, il y aurait une explication à l'ovni de Valençol en 1965. Il aurait été affaibli par les micro-ondes et il serait allé se poser dans le champ de Maurice Masse. C'est là qu'intervient l'ovni de Roswell, car les ufologues pensent que le célèbre crash du Nouveau-Mexique est dû à une perturbation par des radars militaires. Vaste mystère qui, en tout cas, ne semble pas perturber outre mesure l'ami Jeannot. Ma foi, c'est flou, c'est pas net et ça reste comme ça, depuis des années, hein. Et on peut pas dire ni c'est vrai, ni c'est pas vrai, il est venu quelque chose, mais quoi? Alors on téléphonait de partout, à la gendarmerie on téléphonait tout le temps, on y téléphonait d'Amérique, même à la gendarmerie. Vous êtes à la gendarmerie de Valençol, d'ici, de là. Alors ça bouillonnait, comme on dit. C'est une chose mystérieuse, hein. Je vois pas, hein, ce qu'on pourrait raconter, hein. Je vois pas d'issue, hein. Comme on dit, ça a été classé. Et alors voilà, hein. On pourra aller boire un coup après, hein. Alex écoutait mon histoire, qui en arrivait aux années 1970, c'est-à-dire au moment où Allen Hynek va travailler au scénario du film Rencontre du troisième type. Même si je fais confiance à l'imagination des scénaristes américains, je me suis toujours demandé d'où avait bien pu sortir l'image des petits hommes gris. Leur histoire commence en 1977, date à laquelle Jesse Marcel se libère d'un secret qui le mine depuis 30 ans, c'est-à-dire quand il était officier de renseignement technologique à Roswell, la base d'où est partie la bombe d'Hiroshima. Et Jesse Marcel raconte une histoire oubliée, mais qui fit le tour du monde en 1947. Un premier communiqué officiel de l'Air Force a annoncé que Jesse Marcel avait expertisé une soucoupe volante accidentée. Puis, un second communiqué émanant du général Ramey a démenti l'information. Enfin, le général Ramey a organisé une conférence de presse où Jesse Marcel a identifié les débris d'un ballon météo, source de la méprise avec une soucoupe volante. En 1977, les médias américains relancent l'affaire Roswell. It was not anything from this earth that I'm quite sure of, because being an intelligence officer, I was familiar with just about all materials used in aircraft and air travel. This was nothing like that. Ainsi débute le mythe qui va inspirer les films et les téléfilms américains que nous connaissons aujourd'hui. One thing I was certain of, being familiar with all air activities, that it was not a weather balloon, nor an aircraft, nor a missile. Absolutely none. We knew that it was a cover story, and whose idea it was, I haven't the vaguest idea. La presse interroge les habitants de Roswell, comme Glenn Dennis. On apprend que les débris de la soucoupe volante ont été mis au secret dans un hangar avec 4 petits cercueils. Glenn rapporte alors le témoignage de sa fiancée de l'époque, qui était infirmière à la base militaire de Roswell. Il dit avoir oublié si c'était Adeline, Joyce ou Claudia, mais il se souvient des dessins qu'elle a réalisés pour lui, après avoir participé à l'autopsie d'un étrange cadavre. Glenn reproduit ces dessins pour la presse, qui associe leur image aux 4 petits cercueils.
La légende des cadavres extraterrestres de Roswell est née. Légende? Pas tout à fait. Car la presse découvre que le secret de Roswell a été transféré à Wright Field, où le général Twining est alors chef du renseignement de l'Air Force. Les médias s'intéressent à lui et exhument sa déclaration publique de 1947. Les soucoupes volantes ne sont pas des essais militaires. Les témoins ont vu quelque chose, mais nous ne savons pas de quoi il s'agit. Comme Twining ne parle pas de ballon météo, et grâce à la loi sur la liberté de la presse, on exhume aussi une note secrète qu'il a adressée en 1947 au Pentagone, où il affirme que le phénomène est réel, ni hallucination, ni fiction. Loin de l'agitation médiatique autour de Roswell, Allen Hynek est alors en train de préparer sa collaboration au film de Steven Spielberg. Il se rend à l'ONU pour tenter de mobiliser l'opinion mondiale au sujet des ovnis. C'est l'époque où les amusants petits hommes verts de grand-papa deviennent nos très sérieux petits hommes gris d'aujourd'hui. À partir de là, l'Air Force va s'empêtrer de plus en plus dans ses explications. Dans un rapport aussi épais qu'un bottin de téléphone, curieusement hypertrophié pour un simple ballon météo, le crash de Roswell sera rectifié en ballon espion et les extraterrestres expliqués par des dummies, c'est-à-dire de simples mannequins anthropomorphiques. Le problème, m'a-t-on dit, c'est que tout ça ne tient pas la route. Et j'ai vraiment envie de croire Wayne Madsen, un ancien de l'US Air Force, quand il démonte tranquillement ses versions de l'affaire Roswell. Avant que nous n'allions nous-mêmes à Roswell, Wendy avait suggéré une rencontre avec Wayne, qui fut d'abord aviateur, puis ingénieur aéronautique au sein de l'Air Force. Quand il était pilote de bombardier au Laos, Wayne a personnellement pourchassé un ovni. Puis, il a testé des missiles et des avions secrets sur la base de Holloman, ici, au Nouveau-Mexique. Décidément, Holloman tenait beaucoup de place dans cette histoire, et je devais découvrir que ce n'était pas fini. Vous me demandez si le US Air Force, pas nécessairement l'Air Force, mais aussi le gouvernement américain, camoufle les informations à propos des ovnis. Ma réponse est oui. J'ai découvert que l'engin qui est censé s'être écrasé à Roswell n'avait pas la forme d'une soucoupe volante, mais plutôt la forme d'un boomerang. Il y a eu des tas de rumeurs qui ont circulé. C'était un ballon espion, mogul, c'était un ballon météo. On a même cherché à savoir si ce n'était pas une fusée V2 qui aurait volé jusque-là avec une paire de singes dans le nez. Puis ils ont dit, d'accord, les extraterrestres supposés avoir été vus à Roswell n'étaient que des dummies, des mannequins anthropomorphiques. Malheureusement, ils ont fait une petite erreur parce que les dummies n'ont pas été utilisés à Holloman avant le 1er mai 1953 et l'affaire de Roswell date de 1947. Aussi, ça fait une petite différence là. Est-ce que je crois personnellement aux ovnis? Oui, je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui, nous continuons à dire que la vitesse de la lumière est une limite infranchissable. Des scientifiques ont découvert une onde de gravité qui se déplace à 310 fois la vitesse de la lumière. Si elle voyage à cette vitesse-là, les vastes distances entre nous et les systèmes solaires les plus proches ne sont plus aussi vastes que ça. Je crois qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Maintenant, est-ce que ce sont des engins de notre planète, des engins de notre dimension, des engins pilotés par un groupe secret d'aviateurs, des US Air Force? Je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien le savoir. But I sure would like to know. Enfin, nous sommes arrivés au cœur de la légende. Et comme tous les touristes qui viennent ici pour acheter des souvenirs, nous avons flâné dans la ville avant de nous rendre au musée. J'avoue que je me demandais si j'allais vraiment voir un morceau de soucoupe volante. De ce point de vue, j'ai été un peu déçu. Mais la rencontre avec le fondateur du musée fut néanmoins très étonnante. En 1947, Walter Haut était porte-parole de la base de Roswell et depuis longtemps, Wendy voulait lui arracher son secret. A-t-il vu, oui ou non, les cadavres des extraterrestres ? Vous êtes l'homme qui a annoncé au monde que l'armée de l'air des États-Unis avait en sa possession une soucoupe volante.
Le colonel Blanchard, qui était le commandant de la base à cette époque, m'a fait venir dans son bureau et m'a dit « J'ai des informations à vous donner et je veux que vous en fassiez un communiqué de presse. » La seule chose dont j'étais sûr était le fait que nous avions en notre possession une soucoupe volante et que nous l'avions finalement expédiée au degré hiérarchique supérieur. En tant que citoyen américain, qu'est-ce que vous pensez de ce camouflage de l'affaire Roswell? Je pense qu'une opération de camouflage a été conçue de manière à ce qu'on pense que c'était un ballon mogol ou un autre genre de ballon. Mais mon sentiment personnel est que c'était quelque chose qui venait de l'espace. Et puis, nous sommes allés visiter la base de Roswell, qui est aujourd'hui un aéroport civil. Une bonne nouvelle, car je voulais survoler Corona, l'endroit où la soucoupe volante s'est écrasée, pas très loin d'un ranch. Mais auparavant, nous avions rendez-vous avec Dennis Balthazar, un collègue de Wendy, historien de l'affaire Roswell. Tous les trois, nous nous sommes retrouvés dans le fameux hangar 84, l'asile du mystère qui conservera à jamais le secret des débris et des cercueils qui furent entreposés là, sous bonne garde, en 1947. This is not something that should be laughed at. Ce n'est pas quelque chose dont on puisse se moquer. Il n'y a pas de quoi rire, parce que des vies humaines ont été menacées. J'en ai fait moi-même l'expérience en 1997. Un homme dans l'Oklahoma avait un morceau des débris, alors j'ai pris rendez-vous pour le rencontrer. J'avais découvert que c'était un policier militaire affecté ici en 1947. Arrivé en Oklahoma, je n'ai pas pu le voir. J'ai été intercepté. Au lieu de ça, je me suis vu rencontrer deux gars qui ont prétendu être des officiers de l'US Air Force et agents spéciaux de renseignement. Ça a changé ma vie. Donc, l'affaire Roswell, c'est du sérieux. Il s'est passé quelque chose à Roswell. Et on essaie encore de le cacher aujourd'hui. Il y a eu trop de témoins impliqués dans cette affaire. Plusieurs centaines ont été questionnés à ce propos. Et beaucoup d'entre eux ont été menacés de mort.